Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur 01 TV pour un rendez-vous exceptionnel. On va parler e-santé durant 2 émissions que l'on va vous proposer à l'occasion évidemment du forum de l'Axel. Vous savez, l'Axel qui est l'association de l'économie numérique. Jérôme, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous. Et vous le voyez, cette émission, écoutez, se fait dans le respect du protocole très strict, puisque effectivement, on est en pleine 5e vague du Covid. Et en plus, on va parler de e-santé. Donc, on s'est dit qu'on devait quand même un peu montrer l'exemple. Voilà, Jérôme, et puis on n'est pas chez toi avec ce magnifique salon. Nous sommes tout simplement la Fédération nationale des travaux publics qui nous accueille donc pour ce tournage. Et on est très heureux de vous présenter tout de suite nos premiers invités. Oui, on va parler de l'innovation en e-santé, parce que la e-santé, ça recouvre plein de choses, et puis ce n'est presque plus une nouveauté. Désormais, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies, mais c'est quelque chose qui évolue énormément, avec beaucoup de nouveautés, de nouveaux produits high-tech, et puis aussi, on va parler beaucoup de data, avec nos invités. Tout d'abord, Carla Gomez, bonjour. 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 Directrice du marché santé de DocaPost. DocaPost qui est donc, on le rappelle, la filiale numérique du groupe La Poste. Absolument. Et puis Alain Monteux est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président de Tunstall Vitaris et avec vous, on va découvrir comment aujourd'hui la tech et les objets connectés permettent d'améliorer la téléassistance. Vous savez, les personnes âgées aujourd'hui peuvent rester, et c'est l'objectif, le plus longtemps possible à la maison. Et grâce à la tech aujourd'hui, on arrive à allonger tout cela. On va en parler avec vous dans un instant. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le dur. On va parler effectivement, je le disais, d'un élément de plus en plus important, François, en matière de e-santé, c'est la data. Ça recouvre plein de choses, la data, et c'est votre métier, DocaPost. Du coup, vous avez développé récemment de nouveaux produits, des innovations très intéressantes en ce qui concerne la data médicale. Absolument. Alors, DocaPost en santé, alors vous l'avez mentionné, DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, et avec 2 marqueurs forts qui sont la confiance et la donnée, le Tech and Trust. Et en l'occurrence, en santé, DocaPost a 3 objectifs majeurs qui sont de structurer, collecter, de partager cette donnée de santé en sécurité dans un cadre éthique souverain, et de fluidifier et sécuriser le parcours de soins avec des solutions de confiance numérique, et c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure avec l'identification, et une expertise autour de la donnée, et notamment de la donnée de santé, donc ce que l'on appelle le big data et IA, de permettre la valorisation et l'utilisation intelligente des données de santé. Vous avez créé récemment quelque chose qui s'appelle Plateforme ID 360. Absolument. Qui est un service de vérification d'identité. À quoi ça sert ? Exactement. Il est important, lorsque l'on parle d'identité et de confiance. Alors c'est bien on parle beaucoup de lutter contre la fraude et de confiance numérique. Le mieux, c'est d'empêcher la fraude. Et en l'occurrence, cette plateforme d'identification s'appuie sur des technologies de vérification d'identité et d'authentification qui permettent, au travers d'une seule plateforme, donc pour les différents acteurs de santé en numérique, et je préfère le terme par rapport à e-santé, d'avoir au travers d'une seule plateforme différents moyens d'identification selon la nécessité et le parcours du patient. Le use case, comme on dit, c'est quoi ? C'est-à-dire, ça concerne qui ? Dans quel cas de figure ? Alors, dans des cadres très variés, ça peut être de s'assurer que la personne que l'on a en face est bien la personne qui doit être authentifiée. Dans la santé, les use cases, c'est notamment tout ce qui est sous-traitance, prélèvement à domicile, tout ce qui est télémédecine, télésuivi, s'assurer que l'on a bien la bonne personne, et notamment couplé avec l'identité nationale de santé, tout ce qui est les admissions, les prises de rendez-vous en ligne, tous les outils de e-parcours. On a cette obligation depuis le 1er janvier de cette année, 2021. Les systèmes ont l'obligation d'utiliser l'identité nationale de santé, et dans les téléparcours ou dans les e-parcours, on doit s'assurer de l'identité de la personne. Il y a beaucoup de fraude sur ce sujet. Alors, j'imagine que si vous planchez là-dessus, c'est qu'il y a un problème quand même, non ? Il y a énormément de fraude. Il y a énormément de fraude au-delà de la santé, mais il y a également des fraudes dans la santé. Mais de quelle fraude on parle, pardon ? C'est quelqu'un qui utilise la carte vitale de quelqu'un d'autre, qui se connecte à distance en se faisant passer pour une autre personne ? Alors, il peut y avoir ne serait-ce que des erreurs d'identification, des doublons, donc d'avoir multiples identités et donc de ne pas avoir les données
qui sont collectées, enfin, les données... Là, c'est des choses involontaires, en fait, finalement. Exactement, C'est il des erreurs. y a des erreurs, mais il y a également énormément de fraudes. Il y a 230 000 usurpations d'identité par an. Ça, c'est terrible. Donc c'est valable aussi pour le patient citoyen. Ah oui, ça, c'est affreux. Incroyable. Mais usurpation d'identité, si je fais une consultation en télémédecine, par exemple, je vais me faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors il y a les fraudes à l'assurance maladie, et donc je passe la carte vitale au cousin, au voisin, à l'ami, et de façon à bénéficier de la couverture médicale. Donc ça c'est un des aspects. Là où ça devient problématique, c'est lorsque des données de santé sont enregistrées dans des données d'un patient, dans le dossier d'un patient, et qui du coup vont risquer de fausser le suivi thérapeutique de celui-ci. En effet, si ce n'est pas les bonnes données pour la bonne personne. Absolument, c'est le principe de l'identité vigilante, c'est d'avoir le bon patient dans le bon lit et qui reçoit le bon traitement. Bien sûr. Ouais. Quand on voit toutes les fraudes qu'il y a, par exemple, en ce moment avec le pass sanitaire, on se dit que finalement tout ça a du sens. L'identification et l'authentification a du sens. Mais et comment vous sécurisez, pardon, en quelques mots? Alors aujourd'hui, on utilise, au travers de cette plateforme, donc comme je vous le disais, on a plusieurs parcours d'identification. Aujourd'hui, on utilise 2 types d'authentification. L'identité numérique, donc l'identité numérique de la Poste, qui est à ce jour la seule identité substantielle garantie par l'ANSSI. Donc c'est le seul outil d'identification qui permet de s'assurer que la personne que l'on a en face... Donc ça, c'est si on a créé préalablement son identité numérique en ligne ou dans un bureau de poste. Exactement. Soit une authentification avec ce que l'on appelle du PVID, donc des prestataires de vérification d'identité. Et on vous demande de suivre un parcours d'authentification, donc de vous prendre en photo, de faire un selfie, de donner une preuve de vie. Donc il peut y avoir un challenge, on vous demande de dire 1, 2, 3, enfin, ou d'appuyer à tel ou tel endroit. Et ensuite, on a un prestataire habilité, donc un prestataire de vérification d'identité, qui est un personnel de DocaPost formé et habilité, qui va faire le contrôle entre la pièce d'identité qui a été contrôlée et qui a été filmée lors du processus et les contrôles visuels pour s'assurer que ce n'est pas juste une photo qui a été plaquée avec un certain nombre de contrôles sur du deepfake. Là, on le voit beaucoup sur les identités. Donc, on a toute une série de contrôles qui permettent de s'assurer à la fois d'avoir la bonne personne et d'avoir les contrôles, les preuves de vie et autres. Donc c'est important. Et selon l'avantage de cette plateforme et l'avantage principal de cette plateforme est l'utilisation flexible et selon le niveau d'authentification et de sécurité dont on a besoin. On n'a pas forcément besoin de tous les niveaux pour toute identification. Voilà l'un des aspects de DocaPost. Merci beaucoup Carla, vous restez avec nous. On va maintenant donner la parole à Alain Monteux. Rebonjour Alain. Donc je le disais, président de Tunstall Vitaris. Alors on est toujours dans cette thématique. Cette fois-ci, on voit vraiment que les objets connectés, alors évidemment, permettent de prévenir certaines pathologies, on le voit, avec les montres, les Apple, les Samsung, etc. Enfin, tous ces acteurs du numérique qui sont sur ce sujet. Mais ça permet aussi de permettre aux plus anciens de rester le plus longtemps possible à la maison. Maintien à domicile. C'est votre job. Est-ce que vous pouvez nous présenter Tunstall ? Alors Tunstall, c'est le leader européen et français de la téléassistance et de la santé connectée. On a à peu près une part de marché de 30% en France. Donc effectivement, on participe au maintien à domicile en mettant en place des solutions humaines, des capteurs qui vont vous permettre de satisfaire le vœu de la majorité des Français, c'est-à-dire de rester le plus longtemps possible, le plus sereinement possible chez soi. C'est un vrai sujet de société, ça, parce que, ça coûte moins cher. On est d'accord, la plupart du temps. Et puis, en plus, les personnes sont plus épanouies, plus heureuses si elles peuvent rester le plus longtemps possible chez elles. C'est exactement. Donc, au départ, la téléassistance, c'était quoi ? C'était un petit bouton comme ça qui permettait d'appeler. Ce que j'ai au poignet, qui permettait d'appeler en cas d'urgence. Enfin, vous vous en servez pas, c'est juste une démonstration, celui-ci. C'est juste une démonstration. D'accord, vous êtes un petit peu jeune encore pour en avoir. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la nouvelle technologie, avec tous les capteurs, avec toutes les solutions qui arrivent, on est capable de mettre en place une solution qui va vraiment prendre en compte votre besoin en termes de sécurité de personne, votre besoin en termes de sécurité de votre maison, de votre besoin en termes de facilitation, je parlais de domotique, et votre degré d'isolement social, avec des solutions humaines, des solutions qui vous permettent d'échanger, et votre santé, qu'on va pouvoir suivre et inclure dans la solution qu'on met en place. Et tout ça, on va le suivre et le monitorer à distance avec un centre d'écoute 24/24. Donc, si j'offre cette
petite montre, enfin ce petit bracelet à ma grand-mère. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Alors aujourd'hui, vous pourrez ouvrir ça, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment vous poser les bonnes questions qui vont permettre de déterminer la bonne solution. Donc peut-être que votre grand-mère elle a besoin de ce petit bouton, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle va avoir besoin d'une montre connectée parce qu'elle elle est plutôt autonome. Et puis après, on mettra d'autres solutions, on resserrera les mailles. Parce que ça fait quoi? Ça alerte de quelle manière? Là, vous appuyez sur le bouton et ça alerte un centre d'écoute et d'assistance qui va regarder si vous avez, qui va échanger avec vous, qui va faire une levée de doute et qui va parler des secours si besoin. Parlez bien dans le micro, voilà. C'est plus pratique, on vous entendra mieux. Mais vous avez aujourd'hui, vous pouvez mettre des montres connectées, vous pouvez mettre des lunettes connectées qui vont permettre de détecter des chutes, qui vont permettre de détecter si vous n'allez pas bien, si vous êtes... vous avez des problèmes cognitifs. On va pouvoir mettre des systèmes de caméras qui vont permettre de détecter automatiquement une situation de malaise, qui vont pouvoir de détecter automatiquement une situation de chute, et qui vont pouvoir tout ça coupler derrière à des outils d'intelligence artificielle qui vont être capables d'analyser. Oui, parce que c'est ça qui est fort, c'est l'IA. C'est l'IA derrière tout ça, parce que ces capteurs, c'est très bien, mais en fait, l'intelligence artificielle va détecter qu'une personne n'a pas bougé depuis... plus d'une heure, ou si elle avait l'habitude d'aller dans la cuisine à tel moment, etc. Enfin, il y a toute des habitudes, en fait, et c'est vrai, on a tous ça, on a tous des habitudes, finalement. Oui. Et dès que ces habitudes sont cassées, pour une raison ou pour une autre, ça peut être une petite alarme. Exactement, en fait, vous vous levez tous les jours à 8h, puis un jour vous levez à 8h05, puis un jour à 8h10, puis un jour à 8h30. Et ça, c'est synonyme de quelque chose. On peut mesurer que votre vitesse de marche a ralenti. On peut mesurer des choses comme ça. Et quand vous analysez tout ça, c'est des exemples très simples. Avec l'intelligence artificielle, vous allez être capable de combiner ces informations pour trouver des éléments de cassure que vous ne verrez pas à l'œil nu. Vous parlez de montres connectées, ce sont des produits spécifiques ou alors vous êtes capable aujourd'hui d'utiliser les montres connectées du commerce? Alors aujourd'hui, ce sont plutôt des montres spécifiques qui vont vraiment être dédiées à cet usage parce qu'on a un souci de fiabilité, on a un souci de durée de la batterie, on a un souci de contrôle de l'environnement parce qu'on est quand même sur de l'urgence et des problématiques aujourd'hui, et on est aussi sur une accessibilité de prix. Je vois qu'on est plusieurs à avoir cette montre-là, mais elle n'est pas accessible pour tout le monde. Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, elle est peut-être plus difficilement paramétrable qu'un petit bracelet tout simple, où il n'y a qu'un bouton. J'aimerais donner la parole à Carla pour terminer cette première partie sur tout ce qui est French IoT, parce que évidemment, vous êtes très, très dynamique là-dessus. Vous investissez dans des startups justement de e-santé? Absolument. Le groupe La Poste et notamment Docapost a un incubateur, un programme phare d'open innovation qui s'appelle French IoT, qui a été lancé en 2015, donc on est à la 7e édition, qui est un accélérateur dédié au développement des startups avec 2 critères particuliers, l'impact sociétal, environnemental et la technologie. Donc avec 2 éléments forts, c'est que les startups doivent répondre à des défis sociétaux, donc des défis sociétaux, environnementaux, et de respecter la parité. C'est vraiment les 2 éléments phares, les 2 éléments importants. C'est un concours par an. Aujourd'hui, on a un vivier de 300 startups qui sont suivies au travers de French IoT, avec 100 startups qui sont accompagnées depuis ces 7 ans, dans 4 domaines. Donc les services de proximité, les services aux entreprises et aux pros, la e-santé et le secteur public. Donc ça se traduit par un accompagnement de 8 mois avec un certain nombre d'accompagnements, de suivi, de mise en relation avec des partenaires et notamment des financeurs. Et l'objectif étant de les accompagner là, sur les 8 mois. La campagne de candidature pour l'édition 2022 de French IoT est lancée. Donc pour les startups, allez-y. C'est intéressant parce que nous, on a de plus en plus de groupes qui nous demandent justement de tester leurs solutions, parce qu'il y a trop de nouvelles solutions, il y a trop de startups, et de juger leur fiabilité et leur valeur d'usage. Donc il y a peut-être des choses à faire. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Carla Gomez, directrice du marché santé Docapost, et Alain Monteux, président donc de Tunstall. Merci à tous les deux. On va continuer, François, avec justement des startups très innovantes dans le domaine de la e-santé. On va parler robotique et objets connectés. À tout de suite. Avec 2 invités donc, pour parler d'innovation en matière de e-santé. Tout d'abord, Cyril Lecroc, CEO de WeMed. Bonjour. Bonjour Cyril. Vous allez nous expliquer ce que vous faites dans un instant. Et Patrick Lemar est avec nous aussi. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Axine Robotique. On va parler robot téléprésence, mais on va peut-être commencer par Cyril.
Cyril, qui évidemment est au cœur de cette révolution qu'on évoquait il y a un instant, Jérôme, avec les objets connectés santé. Voilà, et vous en avez apporté un ici. C'est Absolument. votre premier d'ailleurs, Oui. pour l'instant le seul, je crois, mais C'est ça. il y en aura d'autres. Ce sont donc des objets connectés, bon marché, accessibles, pour faire de la télémédecine, c'est-à-dire que pour consulter des médecins à distance en fait. Absolument, WeMed en fait conçoit et développe des solutions globales. Alors ça comprend notamment les dispositifs médicaux pour la téléauscultation, la téléconsultation augmentée, je dirais, dans le sens où aujourd'hui une téléconsultation se limite à un échange verbal. Eh bien aujourd'hui, nous on veut apporter véritablement le cabinet du médecin dans le domicile des patients. Et alors ça n'en a pas l'air, mais c'est un stéthoscope. Absolument. Incroyable. Alors, parce qu'évidemment, il y a la technologie là-dedans, mais vous avez en Ouais. plus comment dirais-je, une raison d'être qui est assez intéressante, c'est que vous voulez concevoir des objets santé performants, mais à l'excellent rapport qualité-prix, C'est ça. pour, prix juste. pour qu'après, on puisse être très nombreux à les utiliser. Mais quel type de technologie y a-t-il là-dedans ? Alors aujourd'hui, le métal qui en général sert à la conception de stéthoscopes a été remplacé par du plastique. Et bien que le métal conduise bien mieux le son que le plastique, on a essayé d'améliorer en fait le système en faisant un système cochléaire, donc qui est ni plus ni moins que la représentation biomimétique de l'oreille humaine, à savoir une membrane et une cochlée qui sert ni plus ni moins de cône amplificateur. D'accord. Et ceci, en fait, n'est réalisable qu'à partir d'une solution d'impression 3D. Donc aujourd'hui, notre dispositif est intégralement imprimé en 3D en France, du côté de Saint-Nazaire. Et après, la technologie électronique, elle reste très simple, puisque c'est un simple microélectrette avec un câble jack qui conduit les données jusqu'au smartphone. C'est de la low-tech au service de la high-tech ou C'est ça, l'inverse, quoi. avec le but, comme vous disiez, justement, d'avoir le prix le plus juste possible, de manière à ce que les personnes puissent acquérir ce genre de dispositif et pouvoir assurer leur santé à domicile. C'est-à-dire que demain, on aura peut-être tout ça dans notre pharmacie. Combien ça coûte ? Alors aujourd'hui, en fait, ça c'est notre première version, donc qui est plutôt grand public, qui arrivera certainement dans un deuxième temps, parce qu'il y a un peu d'évangélisation à faire sur les dispositifs médicaux à domicile. Donc aujourd'hui, notre dispositif est à 75 € TTC. D'accord. Ça paraît cher, mais c'est beaucoup moins cher qu'un stéthoscope traditionnel. Alors un stéthoscope aujourd'hui connecté, alors pas forcément dans la téléconsultation, mais connecté d'une manière générale, c'est aux alentours entre 500 et 1500 €. Ah ouais, d'accord, c'est pas la même histoire. Voilà. En revanche, on explique, racontez-nous donc, il faut le connecter à un smartphone, hein, il n'est pas autonome, C'est ça. il faut le connecter de manière filaire C'est ça. à un smartphone via une prise jack, c'est ça ? Absolument. En fait, c'est comme si c'était un micro externe. C'est ça, avec un système d'amplification mécanique. Et donc à ce moment-là, comment ça se passe ? Je lance une application particulière. Non, il n'y a pas d'application particulière. Bien que nous ayons développé une application à but totalement didactique, pédagogique, pour que les particuliers apprennent où positionner en fait le scope sur leur thorax. Donc une application qu'on a appelée Scope Training, mais qui est une application vraiment à but pédagogique pour faciliter en fait l'appréhension, je dirais, du dispositif lors d'une auscultation qui peut se faire via les plateformes de télémédecine que l'on connaît. Oui, l'idée, c'est de faire ça quand on est en communication avec un médecin. Absolument, c'est ça. Le médecin, en fait, garde véritablement sa spécificité et Bien son sûr. savoir-faire dans une téléconsultation. Simplement, c'est que ça lui permet d'objectiver un diagnostic. Là, maintenant, il peut se reposer sur une auscultation cardio-pulmonaire pour pouvoir poser un diagnostic. Donc, dans le cas du Covid, par exemple, de pouvoir s'assurer que son patient, s'il avait des problèmes cardiaques, il n'y a pas d'évolution pathologique. Et dans le cadre d'infection pulmonaire, par exemple, de pouvoir vérifier l'évolution, on va dire, de l'état des poumons de son patient. Cyril, est-ce que la restitution sonore est de même qualité qu'un stéthoscope traditionnel ? Alors ça n'a rien à voir. Là aujourd'hui, nous avons les possibilités d'amplification numérique, donc voire même de décalage numérique. C'est d'ailleurs l'occasion d'une future sortie de notre mise à jour de notre Scope Training. C'est qu'aujourd'hui, avec une donnée numérique, vous pouvez amplifier. Donc vous avez des moyens d'amplification via des enceintes ou un casque, etc. Mais vous pouvez aussi notamment faire des décalages de fréquences, des choses comme ça, pour les personnes qui ont des problèmes d'audition. Un médecin aujourd'hui, la moyenne d'âge des médecins est de 58 ans, je crois, aujourd'hui. Et beaucoup, malheureusement, avec l'utilisation du stéthoscope, arrivent à des états parfois de surdité. Et donc, dans les
travaux numériques, je dirais, que l'on peut Mhm. faire pour faciliter Oui, l'accession. vous amplifiez le son, en fait, Mhm. c'est ça? Donc on peut le faire. Aujourd'hui, D'accord. on n'a pas besoin de le faire. Et Mais on- ça sera on peut le possible. faire. Ah, c'est possible. Donc quand D'accord. vous dites ça n'a rien à voir, vous voulez dire que c'est meilleur, que c'est plus... Ce serait très présomptueux de le dire. C'est différent. D'accord. C'est différent. Donc c'est votre premier produit, vous C'est ça. en prévoyez d'autres? Absolument. On a un otoscope donc, qui permet de pouvoir faire la vérification de la zone ORL, donc Mhm. auscultation des oreilles, Mhm. du nez, de la gorge. Et on a un Spire aussi. Donc là, avec une petite caméra, c'est ça, l'autoscope? Comment ça en marche? fait, on reste toujours vraiment sur du système du low-tech. low-tech, Donc d'accord. on utilise les caméras des smartphones Ah ouais, pour pouvoir D'accord. Impressionnant. transmettre la vidéo en temps réel. Génial. On a un Spire aussi, donc un spiromètre qui permet de mesurer la capacité pulmonaire du patient. Mhm. Donc ça, c'est... Alors aujourd'hui, ce sont des éléments qui ne sont pas encore certifiés CE. Mhm. Ce sont des... Mais vous y travaillez, en tout cas. Voilà, c'est de la recherche. et Celui-là est développement sur certifié? laquelle- Alors celui-ci est Celui-ci, certifié CE. d'accord. Donc aujourd'hui, il peut être utilisé par un médecin pour un diagnostic. Super. Donc demain, on achètera toute sa petite Et mallette. voilà, on aura sa petite Ah, mallette mais avec ses je objets vous en connectés prie. santé, ça c'est On clair. pourra Hein. consulter son Mais médecin. c'est à déjà le distance. cas. Hein. WeSings est sur ce marché depuis des années, mais sauf que leurs produits coûtent plus cher, bien évidemment. Merci Question de beaucoup. philosophie. Merci Cyril. Patrick Lemar, donc directeur général d'Axine Robotique. Alors vous travaillez avec sur des robots de téléprésence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Oui, l'historique d'Axine est en effet la téléprésence. Alors qu'est-ce que ça veut dire la téléprésence? L'objectif de la téléprésence, c'est plus d'humains, plus de rapports humains, valoriser les rapports humains et éviter en fait l'isolement des gens, éviter que les enfants qui sont malades, qui sont handicapés, éviter qu'ils ne puissent pas aller à l'école. Donc il faut que le robot justement permet à ces enfants d'être en classe, pratiquement en classe, comme les autres enfants, puissent interroger en fait la maîtresse, le maître, etc., etc. La personne âgée, puisqu'on parlait tout à l'heure des personnes isolées, puisse communiquer avec ses petits-enfants, puisse avoir de plus en plus de contacts humains, puisqu'en fait, on n'a plus le problème en fait, de la distance, etc., etc. Et aussi, en fait, bien sûr, dans les EHPAD, maisons de retraite, de la même façon. Alors, on voit là, Alors- on a des images qui sont diffusées actuellement. Voilà, c'est une espèce de petits robots à roulettes Voilà. qui se baladent. Donc typiquement, un enfant malade, par exemple, peut envoyer le robot à l'école à sa place. Il se connecte, en fait, et le robot se trouve dans la salle de classe. D'accord. Donc le professeur peut le diriger, peut aller le montrer un tableau, etc., etc. Et retourner puisqu'en fait ce robot se retourne, etc., etc. Donc c'est lui qui peut le manipuler, etc., de la même façon. Mhm. Et l'enfant, il participe comme s'il était en salle de classe, quoi. Alors, c'est un robot qui est télécommandé, il n'est pas autonome. Hein. Vous avez deux types de robots, Ah. où il est télécommandé, où il est autonome. Bien sûr, dans le robot autonome, vous avez beaucoup d'algorithmes en fait d'intelligence artificielle, parce qu'il faut être capable de reconnaître en fait, voir des mouvements, Bien sûr, savoir des où il faut obstacles, aller, choses des comme ça. obstacles, etc., etc., quoi. Et alors, ça fonctionne aujourd'hui? On est prêt avec ce type de robot autonome ou on est au début de l'histoire? Non, on est vraiment prêt, parce qu'en fait, ça fait des années que la fiabilité en fait a été franchement améliorée, et que les coûts aussi, en tous les cas, je parle là pour Axine, comme on produit 85%, on conçoit et produit nos robots en France. Donc ça, c'est extrêmement important. Mhm. Alors malheureusement, vous voyez bien qu'il y a des cartes électroniques. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé, mais on espère qu'un jour, on y arrivera pour pouvoir produire en France. Et vous avez des robots qui vont, par exemple, ils peuvent même, c'est de la téléprésence, alors ça a moins une valeur humaine. Vous avez des grands du luxe qui veulent faire visiter leur production. Et des gens très loin, au Japon, Qui se promènent parmi les... ils se promènent, ils montrent comment en fait le sac, je ne citerai personne, etc., est On voit pas du tout à conçu, qui vous fabriqué, etc. Je ne pense à rien du tout, bien Vous évidemment. pouvez voir les artisans travailler. Ils voient les sur le artisans cuir, et on met etc. en valeur en fait la fabrication française, quoi. Très bien. Combien ça coûte quand même un robot comme ça? Alors des robots, etc. Les prix, vous avez les premiers robots sont de l'ordre de 1000 euros, etc. D'accord. Donc là, ils peuvent très peu en fait bouger, donc ils sont souvent assez stables. On peut D'accord. simplement bouger l'angle de vue, D'accord. jusqu'à des robots un peu plus importants qui peuvent même aller porter des plateaux repas dans les EHPAD ou etc. auprès des personnes âgées, qui peuvent
lancer des désinfections en fait de salles, etc., qu'elles soient en Et là, milieu hostile, etc., etc. En plein quoi. Covid, ça peut permettre, par exemple, de rentrer dans une chambre d'un malade sans devoir s'équiper. Exactement. etc. Voilà. Donc, Donc, gagner du temps. On peut dire que le Covid a fait naître de nouveaux besoins. Mhm. Et je pense que ces besoins, je crains qu'ils ne perdurent. Donc, parce que d'abord, on n'est pas sorti de la crise, mais demain matin, j'espère que dans un an. Mais en tous les cas, le besoin est là. Et c'est aussi parce qu'on permet au personnel soignant ou aidant de se décharger en fait de tâches qui sont, on va dire, fastidieuses, etc., etc. Et le robot peut le faire à leur place, quoi. Très bien, D'accord. passionnant tout ça. Hein. Ouais. Et évidemment, il faut qu'il y ait du réseau. Hein. Alors, ça marche quoi en Wi-Fi, 4G, 5G Eh bien oui, donc on est les premiers à avoir sorti la 5G, donc avec D'accord. Orange. Orange nous pousse énormément parce que eux aussi veulent en fait avoir des exemples en fait d'utilisation de Bien leur sûr. 5G à grande échelle. Ils avaient leur robot téléprésence qui ressemblait un peu au vôtre. Oui. C'est peut-être d'ailleurs Il y une a des espèce choses, de. Il y a des rapprochements liés ou pas? Ou c'était un autre projet? Entre Orange et nous, Oui. bah non, on a été présent puisqu'on vous a envoyé en fait ce qui a été fait dans le vélodrome de Oui. Orange. Maintenant, ça s'appelle le Orange, etc. Demain matin, peut-être Bernard Tapie. Donc, il faut quand même aussi. Donc, on ne va pas aider les footballeurs, Ouais, hein, Marseille, donc loin s'en Mhm. faut. Quoi. Mais donc, en tous les cas, les grands en fait de l'industrie sont très intéressés aussi par ce type de robot et aussi pour la petite logistique, on va dire, quoi. Ah oui, bien sûr. Ben voilà. Top. Voilà où on est l'innovation en e-santé aujourd'hui. Merci Pas mal. beaucoup à tous les deux. Merci, Merci. donc Merci, Cyril messieurs. Lecroc, CEO de WIMED, et Patrick Lemar, donc DG d'Axine Robotique. Jérôme, toujours donc à l'occasion de ce forum de la vie connectée de l'Axel, on va se retrouver évidemment pour une deuxième émission pour évoquer ensemble l'hôpital du futur. Si c'est un sujet qui vous intéresse, la vidéo qui suit va sans doute vous captiver. À tout de suite.